Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Olivier François, je suis le directeur régional de l'association Arca Sud. Voilà, heureux de vous accueillir ce matin, ce lundi matin exceptionnellement. Pour celles et ceux qui sont peut-être pas des habitués de notre format Arcafé, petit rappel, donc on propose chaque mois un, un format court, un webinaire en format court, 1 heure, 8 heures, 9 heures, sur une thématique de la dictologie, puisqu'Arca Sud est donc un dispositif expert régional en addictologie. Et ce matin, donc, eh bien, on accueille René Marek qui va donc nous développer en 45 minutes. Hein. C'est vraiment un format court qui n'est pas une formation, mais vraiment une information sur le cannabis thérapeutique. Donc, je laisserai René Marek se présenter plus largement. Il est pharmacien, addictologue et très au fait de cette thématique puisqu'il fait partie de la commission hein, sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Voilà, donc il va nous présenter cette thématique. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées lors des inscriptions. Donc, il va essayer de répondre aux questions qui ont été posées tout au long de son intervention. Mais n'hésitez pas dans le chat à poser vos remarques, questions. On laissera un quart d'heure à la fin de la présentation pour essayer de répondre à ces questions. En tout cas, toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre dans cette heure, on tentera de vous répondre peut-être en différé. Voilà. Il y a une bibliographie qui a été préparée, donc qui vous permettra aussi d'aller un petit peu plus loin sur cette thématique, dans vos lectures et dans vos recherches. Voilà. En tout cas, on est heureux de vous accueillir ce matin. J'ai vu dans le chat que quelqu'un nous disait bonjour de Strasbourg, donc on voit qu'on dépasse largement les frontières de PACA et on est heureux aussi d'accueillir d'autres collègues hors de la région. Voilà. Je vais laisser la parole à René Marek maintenant pour sa présentation, se présenter, puis sa présentation autour de la thématique du cannabis thérapeutique à usage médical. Merci. Oui, bonjour. Donc, alors, on a peu de temps. Je vais essayer d'être synthétique et de dire le maximum de choses. Dans un premier temps, puisqu'on parle du cannabis thérapeutique, il faut parler déjà de la plante. Donc, vous savez tous, c'est une plante, effectivement. Ce qui nous intéresse dans la plante, c'est la fleur femelle, parce qu'à l'extrémité de cette fleur femelle, il y a ce qu'on appelle les trichomes, des genres de petites vésicules où là, il y a le totem il y a le totem de la plante, c'est-à-dire qu'il y a des phytocannabinoïdes, des terpènes et des flavonoïdes. Il y a environ 500 éléments chimiques différents. Vous voyez, donc quand on parle du cannabis, généralement, on imagine qu'il y ait une ou deux substances. C'est complètement faux. Il y a 500 substances différentes. Ce qui nous intéresse pour l'usage médical, c'est cette fleur femelle avec ses trichomes, en sachant qu'il y a d'autres usages. Pour la tige, par exemple, il y a un usage industriel. D'ailleurs, on appelle dans ce cas-là le cannabis le chanvre. Donc, c'est un usage textile et dans l'alimentation bovine et depuis un siècle maintenant dans la construction des bâtiments. Donc, vous voyez, le cannabis, c'est quand même une plante complète et nous, on va s'intéresser surtout à l'usage médical. Donc, c'est surtout la fleur et les trichomes qui contiennent ces éléments dont je vais vous parler. Donc, parmi les phytocannabinoïdes, il y en a 144. Il y a le THC que vous connaissez, le CBD, mais il y en a 142 autres. Vous voyez donc, comment finalement on utilise ces substances issues du cannabis? Eh ben, il y a différentes formes d'extraction. On peut obtenir un isolat. Alors, un isolat, c'est qu'on va puiser dans ce patrimoine de molécules, la molécule qui nous intéresse. On peut avoir un isolat de CBD, un isolat de THC, donc on va chercher juste l'élément qui nous intéresse. Et parallèlement à ça, il y a d'autres sortes d'extractions qu'on appelle les full spectrum ou les broad spectrum. Et donc, et dans ce cas-là, c'est la totalité du totem, c'est-à-dire c'est la totalité de la composition chimique qu'on récupère par des techniques de CO2 supercritiques. Donc, c'est une technique qui vous permet d'extraire à froid, donc c'est plutôt une technique vertueuse, qui extrait la totalité du totem
la composition de la fleur. Alors, l'intérêt d'extraire la totalité, c'est que dans le cannabis, il y a une notion d'effet d'entourage. C'est quoi l'effet d'entourage? C'est des effets de synergie positive ou négative entre les éléments. Et ça peut avoir un intérêt intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc là, je parlais de la plante. Si on ne connaît pas l'existence du système endocannabinoïde, on ne comprend rien à l'intérêt du cannabis. En réalité, ce système endocannabinoïde a été découvert dans les années 90. Et c'est quoi le système endocannabinoïde? C'est au sein du corps de tous les vertébrés, on a cette capacité de produire des substances qu'on va appeler des endocannabinoïdes. Donc, c'est des substances qui ressemblent chimiquement aux phytocannabinoïdes. Donc, les phytocannabinoïdes, les molécules issues de la plante. Et donc, il y a cette production d'endocannabinoïdes qui vont se fixer sur des récepteurs qu'on a partout dans le corps, on va le détailler tout à l'heure, et aussi avec un système enzymatique qui permet à ces molécules endogènes d'aller se fixer plus ou moins sur les récepteurs. Voilà. En sachant que tous les récepteurs, il n'y en a pas qu'un, donc il y en a plusieurs, chaque récepteur est lié directement à des fonctions physiologiques propres de l'individu. Et le phénomène, c'est que si jamais un jour on a une atteinte virale ou une fatigue ou un problème métabolique, on risque d'avoir un déficit de fabrication de ces endocannabinoïdes. Et donc, l'idée, c'est que les phytocannabinoïdes puissent remplacer au niveau des récepteurs qui sont vides, puisqu'il n'y a pas assez d'endocannabinoïdes, les endocannabinoïdes manquants et restaurer les fonctions physiologiques qui s'y rattachent. Voilà. Donc, on va détailler un peu les récepteurs endocannabinoïdes. Donc, alors, on a isolé en premier lieu les récepteurs CB1 et CB2, vous voyez, mais en sachant qu'il y en a beaucoup d'autres des récepteurs, vous voyez. Donc, les récepteurs CB1, on dit qu'ils sont ubiquitaires. Alors, pourquoi ubiquitaires? Parce qu'ils apparaissent très précocement dans la genèse dans la multiplication cellulaire, dans la genèse du corps. Donc, effectivement, les récepteurs CB1, comme ils apparaissent en premier, sont localisés dans les organes qui sont formés en premier. Donc, le cerveau et la molécule. C'est les organes qui sont formés les plus précocement dans la formation du corps. Ensuite, il y a les récepteurs CB2 qui, eux, sont localisés dans les organes ou du système périphérique parce qu'ils sont finalement ils sont produits après, enfin ils sont comment dire, plus tardivement, et donc là ils sont plutôt impliqués dans les effets immunodépresseurs et l'inflammation, alors que les récepteurs CB1, eux, sont impliqués directement dans les effets psychotropes et au niveau du système nociceptif. Alors, effectivement, ces récepteurs sont intéressants parce qu'ils appartiennent à la famille des récepteurs couplés à une protéine G, vous voyez, qui sont les deux principaux donc, récepteurs du SEC. Alors, vous voyez, dans ce schéma, on voit la localisation des récepteurs endocannabinoïdes. Surtout, donc, on se base sur les récepteurs CB1 et CB2, mais je vous rappelle qu'il y en a au moins une dizaine, voire plus. On est en cours de découverte, finalement. On en apprend toujours sur ce système endocannabinoïde. D'ailleurs, au démarrage, on pensait que c'était un système parallèle aux autres systèmes, la sérotonine, la dopamine, et on se rend compte aujourd'hui que ce système endocannabinoïde chapeaute les autres. Donc, vous voyez, il a un rôle fondamental dans les fonctions vitales des vertébrés. Donc, vous voyez, là, sur ce schéma, on voit, alors en vert foncé, c'est les récepteurs CB1. Donc, on les retrouve dans le cortex cérébral, les ganglions de la base, l'hippocampe, l'hypothalamus, le cervelet. Donc, on les retrouve spécifiquement dans les organes qui sont à la source de la nociception. Vous voyez,
Par contre, on les retrouve aussi au niveau de la peau, au niveau des poumons. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit une proportion entre les récepteurs CB1 et CB2. On se rend bien compte un peu de la physiologie finalement de ce système endocannabinoïde. Mais vous constaterez qu'ils interviennent pratiquement dans toutes les fonctions pour les organes sexuels, les tissus osseux, la fabrication, la densité des os. Alors, l'effet de la. Alors, c'est vrai, quand on parle des indications du cannabis thérapeutique, vous comprenez bien qu'on est encore dans une phase exploratoire. Il n'y a pas eu vraiment. Il y a eu des études, mais il va en avoir bien plus à l'avenir. Par contre, ce qui a été prouvé, ce qui a été sur les éléments sur lesquels on peut s'appuyer, c'est les récepteurs CB1 et les fonctions physiologiques qui s'y rattachent, ainsi que les récepteurs CB2. Donc là, c'est important. Vous voyez, pour les récepteurs CB1, en cas d'activation, on va jouer sur l'analgésie, sur le sommeil, la réduction de l'anxiété, l'augmentation de l'appétit, ça c'est un élément très important, on en parlera tout à l'heure, réduction des nausées, la régulation cellulaire des fonctions du système nerveux central, les neurotransmissions, signalisation cellulaire, inflammation, prolifération neuronale, vous voyez, les stéatoses, l'hypotension. Donc, vous voyez, on agit sur plusieurs fonctions physiologiques. Pour les récepteurs CB2, donc nous, là, il y a un peu de modulation de la nociception, mais surtout avec les effets inflammatoires. Et on agit aussi sur l'antifibrogénèse, la protection cardiaque, la régulation de la densité minérale et la résistance osseuse, mais surtout, alors on est surtout sur l'immunité et l'inflammation pour les récepteurs CB2. Donc les endocannabinoïdes, donc c'est les molécules que le corps produit et qui ressemblent chimiquement aux phytocannabinoïdes. Donc c'est des ligands naturels présents dans l'organisme et qui ont une forte affinité pour les récepteurs cannabinoïdes. Vous voyez, ils agissent comme des messagers neuronaux. Ils sont considérés comme des neurotransmetteurs. Par contre, ils ont la particularité, et ça c'est important à comprendre, d'être synthétisés à la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage d'endocannabinoïdes. Et c'est ce qui fait éventuellement l'intérêt des phytocannabinoïdes, parce que quand il y a un problème métabolique, il va tout de suite avoir une carence immédiate d'endocannabinoïdes. C'est pour ça que les phytocannabinoïdes pourraient reprendre le relais au niveau des récepteurs, ce qui n'est pas le cas des autres neurotransmetteurs où il y a des stockages dans le corps. Là, il n'y en a pas. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner, vous voyez, donc, comment ça marche? Quand il y a un stimulus, un stress, une douleur, vous voyez, au niveau du neurone postsynaptique, il y a finalement une synthèse et une libération des endocannabinoïdes qui vont aller dans la fente synaptique et qui vont se fixer sur les récepteurs, là, le récepteur CB1 en présynaptique, vous voyez. Donc, il y a une activation des récepteurs cannabinoïdes par les endocannabinoïdes, et ce qui va faire l'activation des récepteurs CB1 va bloquer la libération des neurotransmetteurs. Donc, il y a une inhibition du neurone postsynaptique. Effectivement, dans le cas, par exemple, de la douleur, ça bloque le message douloureux. Vous voyez, donc c'est un schéma particulier au système endocannabinoïde. Donc c'est un rôle de messager rétrograde. C'est assez particulier pour bien le comprendre. Donc si vous voulez, le stimuli va agir au niveau postsynaptique et la libération d'endocannabinoïdes va atteindre en présynaptique les récepteurs et provoquer le blocage de la libération du neurotransmetteur et donc l'inhibition de la nociception. Donc, les endocannabinoïdes, on a découvert l'anandamide, le AA, vous voyez, et le 2-AG, qui est le 2-arachidonyl glycérol. C'est les deux principaux endocannabinoïdes qui ont été étudiés et c'était les premiers qui ont été découverts, mais en sachant qu'on en a trouvé plusieurs autres, vous voyez. Donc, l'anandamide,
est un agoniste partiel des récepteurs CB1 et le 2-AG est un agoniste entier à la fois des récepteurs CB1 et CB2. Par contre, pour les récepteurs TRPV1, c'est d'autres types de récepteurs endocannabinoïdes qui sont très importants. L'anandamide agit sur des récepteurs donc TRPV1 qui s'appellent des récepteurs vanilloïdes. Voyez, et là, alors que le 2-AG ne peut pas se fixer sur ces récepteurs. Par contre, les récepteurs PPAR, l'anandamide et le 2-AG activeraient les éléments de ces récepteurs. Alors, c'est intéressant parce que autant le TRPV1 agit sur la nociception et l'inflammation, et les récepteurs PPAR agissent surtout sur l'inflammation et sur la multiplication un peu anarchique des cellules. On verra ça un tout petit peu plus tard. Donc, comment finalement ça se passe? Pourquoi, comme on l'a vu précédemment, les endocannabinoïdes finalement bloquent la nociception, bloquent la libération de neurotransmetteurs et donc la réponse à la nociception. Eh bien, il y a deux voies d'activation. Il y a la principale, c'est quand l'endocannabinoïde se fixe sur les récepteurs CB1. Donc, vous vous rappelez que c'était des récepteurs qui étaient liés aux protéines G. Il y a une inhibition de l'activité de la dénidate cyclase. Et finalement, l'obtention de l'AMP cyclique ne se fait plus. Donc, il y a une réduction de la concentration intracellulaire d'AMP cyclique, ce qui fait que la libération des neurotransmetteurs est bloquée. Donc, c'est par ce phénomène qu'on explique le fait que ça bloque la douleur, ça bloque la nociception de la douleur et d'autres phénomènes. Il y a aussi une autre modulation qui est aussi, ça agit sur la perméabilité de certains canaux ioniques. Les endocannabinoïdes agissent directement sur la perméabilité des canaux ioniques en les inhibant. Donc, ils inhibent le système du calcium et du système et de la perméabilité au potassium. Et aussi, en se fixant sur les récepteurs CB1, il y a une modulation de la perméabilité avec une inhibition du passage du calcium et une activation du passage du potassium. Ce qui fait que la neurotransmission est modulée via la régulation des flux calciques et du potassium et du calcium par les endocannabinoïdes. Ce qui fait que grâce à ça, il va y avoir une inhibition directe et une variation de la perméabilité des membranaires pour le potassium et le calcium, et ce qui fait, ça va contrôler la libération des neurotransmetteurs. Donc, c'est les deux voies qui expliquent pourquoi les récepteurs endocannabinoïdes modifient la perception de la douleur ou d'autres phénomènes. Alors, tac. Donc, les autres voies de signalisation, donc il y a les récepteurs TRPV1 dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'anandamide agit sur les récepteurs vanilloïdes de type 1, vous voyez, et ça a quoi comme conséquence? Finalement, ça agit au niveau de la détection des stimuli nociceptifs et la transduction de l'hyperalgie inflammatoire et thermique. Donc, ils peuvent agir sur ces fonctions. Et pour les récepteurs PPAR, l'anandamide et les 2-AG activeraient également ces récepteurs, vous voyez, c'est des, qui sont exprimés dans le système nerveux central et périphérique, et ça régule la différenciation cellulaire et le métabolisme lipidique, vous voyez, donc ça agit aussi sur le métabolisme lipidique. L'activation de ces récepteurs induirait des effets analgésiques, neuroprotecteurs, anti-inflammatoires et métaboliques. Alors, vous comprenez bien que au niveau des indications finalement du cannabis thérapeutique,
on se fie, on se colle aux fonctions physiologiques qui se rattachent aux récepteurs endocannabinoïdes. Et c'est comme ça qu'on peut envisager des indications pour le cannabis thérapeutique. Rappelez-vous, pour les récepteurs CB1, je vous ai parlé de nausées et d'appétit. Eh bien, l'anandamide, le AEA, est le sosie du THC. Donc, on en a conclu que finalement le THC va agir comme l'anandamide sur les récepteurs CB1. Donc, va agir au niveau de l'appétit, va agir au niveau des nausées, va agir au niveau de la nociception. Alors, de façon globale, on peut, au niveau des indications thérapeutiques, se coller par rapport au système endocannabinoïde et en fonction de l'affinité des phytocannabinoïdes, donc du THC et du CBD, envisager les indications de ces phytocannabinoïdes. Et parallèlement à ça, on parle du cannabis thérapeutique. On connaît aujourd'hui l'état de la situation qui est assez flou. On attend la généralisation de cette prise en charge pour les patients, en sachant, vous le savez, qu'il y a eu une expérimentation qui date maintenant de 4-5 ans, où il y avait 5 indications particulières et précises. Vous voyez, donc les médicaments qui étaient utilisés dans cette expérimentation, effectivement, il y avait 3 sortes de médicaments. Ce qui était important, c'était le ratio THC-CBD. Dans l'expérimentation, on s'est uniquement attaché à ces ratios THC-CBD. Alors, je vous le rappelle, il y a plein d'autres phytocannabinoïdes. Pour l'instant, on s'est intéressé uniquement au CBD et au THC. Donc, il y a une première catégorie de médicaments où il y a un ratio très favorable au THC. Donc, le THC étant est majoritaire, largement majoritaire, et il y a des traces de CBD. Eh bien, ces médicaments-là sont plutôt destinés à la douleur, sont destinés à l'appétit, sont destinés finalement à toutes les fonctions physiologiques que je vous ai rappelées précédemment concernant les récepteurs CB1. Ensuite, alors ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même qu'il y a un médicament qui est utilisé en France depuis maintenant plusieurs années, une dizaine d'années, c'est le Marinol. Le Marinol, c'est un médicament qui est utilisé uniquement à l'hôpital, qui est à base de THC de synthèse, vous voyez, et il agit sur les nausées, il agit sur les vomissements, sur l'appétit, et il accompagne les patients qui sont complètement dénutris suite ou qui sont sous traitement antiviraux qui donnent des effets secondaires. Parmi les effets secondaires, il y a les vomissements, il y a les nausées. Et ben donc ces médicaments, le Marinol, permet à ces patients qui sont sous ces traitements de pouvoir lutter contre les effets secondaires des traitements et en même temps de développer l'appétit pour reprendre un peu de la masse musculaire. Vous voyez, donc c'est des médicaments qui existent déjà depuis 10 ans et qui sont utilisés à l'hôpital. La deuxième catégorie de médicaments qu'on utilise dans le domaine du cannabis thérapeutique dans l'expérimentation, c'est des ratios équilibrés. Alors, c'est quoi un ratio équilibré? C'est qu'il y a autant de THC que du CBD. Alors, ça agit sur quoi? Eh bien, ça agit sur la spasticité douloureuse, notamment pour la sclérose en plaques. Vous voyez? Eh bien, la sclérose en plaques, c'est une contraction permanente très, très douloureuse. Eh bien, ces produits soulagent les patients en provoquant des relâchements musculaires plus ou moins longs qui permet d'avoir un répit dans la douleur. Alors, sachez qu'il y a un médicament qui a eu l'autorisation de mise sur le marché en France qui s'appelle le Sativex, qui finalement n'est pas disponible en France parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre la sécurité sociale et le labo. Donc, finalement,
on ne l'a pas en France de disponible. Par contre, on peut l'avoir au Luxembourg et dans d'autres pays, ce qui fait que certains patients, dans l'expérimentation, auparavant, allaient l'acheter dans ces pays. Et ben, le Sativex, c'est un produit qui est très efficace, miraculeux pour la sclérose en plaques. Et nombre de patients l'utilisent pour se soulager, soulager leur douleur. Vous voyez. Alors, la troisième catégorie de médicaments dans le cannabis thérapeutique, c'est le ratio très fort en CBD et très faible en THC. Finalement, c'est une forme relativement proche des produits à base de CBD en complément alimentaire qu'on peut trouver en pharmacie ou dans d'autres boutiques. En sachant que, on est bien d'accord que le CBD n'est pas une molécule psychotrope et n'entraîne pas de dépendance. C'est pour ça que l'OMS a déclaré que c'était un produit inoffensif et qui peut être vendu par tout le monde. Et c'est pour ça que c'est autant distribué, autant dans les boutiques que dans les pharmacies. Eh bien, cette forme qui, je vous rappelle, donc est identique presque au complément alimentaire, eh ben, on a, comment dire, c'est une forme, c'est un produit qui peut être très efficace, même indispensable dans les épilepsies, notamment les épilepsies pédiatriques. Alors, c'est pour ça qu'on parle du CBD. Il n'est pas psychotrope, mais il est psychoactif puisqu'il agit au niveau du système nerveux central. Vous voyez? Eh ben, il existe déjà un médicament qui a été délivré à l'hôpital pendant des années. Et là, depuis un peu moins d'un an, on le trouve aussi en officine, dans les pharmacies de ville. Ce produit s'appelle l'Epidiolex. Et bien, l'Epidiolex, c'est tout simple. Il sauve la vie d'enfants, de jeunes enfants, de bébés. Si vous voulez, il y a deux syndromes qui touchent les bébés de 0 à 2-3 ans, qui sont atteints d'épilepsie grave, puisqu'ils font entre 20 et 30 crises d'épilepsie par jour, avec un pronostic vital évidemment très limité. Eh ben, c'est le seul médicament qui peut sauver ces enfants. Et les crises passent de 20 à 30 à 2 ou voire même moins. Donc, ça permet non seulement à ces enfants, à ces bébés de survivre, mais de vivre. Vous voyez, donc, quand on parle de ces produits, c'est des produits quand même très efficaces dans certaines pathologies. Vous voyez, là, j'ai parlé donc des 3 indications. Sachez qu'il y a eu 3000 patients qui ont été pris en charge dans l'expérimentation et il y a eu deux bilans. Le premier, les deux bilans ont été très positifs. Alors, effectivement, sur la douleur, ces produits n'agissent pas directement sur la perception de la douleur, mais améliorent tellement l'état général global du patient que le patient supporte beaucoup mieux la douleur que s'il n'avait pas eu ces produits. Donc, globalement, les effets sont très positifs, notamment, alors un peu moins sur la douleur avec l'élément que je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'en réalité, sur le ressenti, il n'y a pas eu de preuve catégorique de la diminution de la perception de la douleur, mais par contre, en améliorant globalement l'état de la personne, eh ben, ces personnes supportent beaucoup mieux la douleur. Par contre, il y a une amélioration qui a été indiscutable sur les épilepsies et sur la sclérose en plaques. Effectivement, l'amélioration au niveau de la spasticité a été clairement démontrée. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'on attend la généralisation de cette possibilité thérapeutique. Il y a de nombreux patients qui attendent. Déjà, il y a des patients qui sont inclus dans l'expérimentation et qui craignent finalement de ne plus pouvoir profiter et avoir ces produits qui les ont soulagés, mais il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient bien avoir ces produits, et pas uniquement dans les 5 indications de l'expérimentation du cannabis thérapeutique dirigée par la NSM, mais beaucoup dans d'autres
dans d'autres indications potentielles, il y a plusieurs études qui ont été menées. Par exemple, sur l'endométriose, il y a des résultats qui sont très encourageants sur la multiplication anarchique des cellules sur certains cancers. Alors bon, il y a beaucoup d'études en ce moment. Elles sont pas toutes, comment dire, finalisées, mais on sent bien qu'il y a un potentiel énorme. Si vous voulez dire que le cannabis thérapeutique, on y croit pas, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça n'a pas de sens parce que cette découverte du système endocannabinoïde a été prouvée et n'est pas discutable. Voyez, or, ce système endocannabinoïde touche via les récepteurs plusieurs fonctions physiologiques majeures. Donc, il suffit en réalité d'expérimenter. On est à l'aube finalement de ces découvertes. Il suffit de trouver le lien entre les phytocannabinoïdes et les récepteurs endocannabinoïdes du système et voir comment on peut les utiliser. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on ne maîtrise pas tout. On en maîtrise assez par la connaissance des deux récepteurs CB1, CB2 dont je vous ai parlé pour pouvoir traiter une partie des patients. Mais c'est évident qu'il va y avoir un développement majeur de ces produits et de ces indications thérapeutiques. Par exemple, on a vu que ça agissait sur le métabolisme des lipides et donc le métabolisme des graisses et des sucres. C'est évident qu'en faisant des études et en étudiant un peu mieux et en découvrant finalement de plus en plus ce système, on va pouvoir agir sur plusieurs indications et avoir des opportunités thérapeutiques dans différentes indications. Je vous donne un exemple, par exemple, du trouble. René, on est dans le dernier quart d'heure. D'accord. Donc, je vous donne un exemple de l'action des endocannabinoïdes dans les troubles du sommeil. Vous voyez, le sommeil, c'est un sujet un peu complexe, puisqu'il y a plusieurs étapes dans le sommeil, vous voyez. Donc déjà, le sexe joue un rôle central dans la régulation du sommeil. Déjà parce que les récepteurs sont localisés dans les régions cérébrales impliquées dans le sommeil, le tronc cérébral. Dans la phase de l'endormissement, vous voyez, l'anandamide, en activant les récepteurs, c'est bien, favorise l'endormissement et réduit l'éveil. Pourquoi? Parce qu'il interagit avec l'adénosine, un neuromodulateur clé dans l'induction du sommeil. Vous voyez, comme si vous voulez, l'anandamide se fixe sur les récepteurs CB1, il va diminuer la production de glutamate et de noradrénaline qui vont agir sur l'éveil. Vous voyez, donc en diminuant ces neurotransmetteurs, eh ben, forcément, on va induire le sommeil. Alors, tac, tac. Donc, il agit sur l'endormissement, sur le sommeil lent, mais aussi sur le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il s'active progressivement en stimulant le thalamus et le cortex via des voies cholinergiques ascendantes et en modulant la libération d'acétylcholine, l'anandamide favorise aussi la transition vers le sommeil paradoxal. Vous voyez, donc, ce qui prouve aussi que le système endocannabinoïde joue un rôle essentiel dans le sommeil, c'est que si on bloque les récepteurs par un antagoniste, les récepteurs CB1, eh ben, on voit qu'il y a une augmentation de l'état de vigilance. Vous voyez, donc, ça pourrait être aussi une indication pour lutter contre le sommeil dans certaines pathologies, vous voyez, de produire des antagonistes des récepteurs CB1. Donc, tout ça prouve finalement l'intérêt dans différentes indications du cannabis thérapeutique, surtout du système endocannabinoïde. Donc, pour synthétiser tout ça,
C'est la présence du système endocannabinoïde n'est pas discutable, c'est une découverte majeure des années 90, vous voyez, et ça, ce système endocannabinoïde joue un rôle d'homéostasie générale, vous voyez, il agit autant au niveau du système nerveux central, du périphérique et immunitaire, donc l'intérêt thérapeutique du cannabis est directement lié au système endocannabinoïde. Et je vous le rappelle, on en est à 5 à 10% de la découverte autant du système endocannabinoïde que des vertus thérapeutiques du cannabis. Mais on en connaît assez aujourd'hui pour déjà se lancer et surtout lancer les études qui vont démontrer l'intérêt de ces produits dans des prises en charge à venir. En sachant que, par exemple, pour la douleur, on est dans une impasse avec les opioïdes, on se rend bien compte qu'il y a un problème, il faut des alternatives. Donc, cette nouvelle ère thérapeutique ne va pas remplacer une autre ère thérapeutique, mais ça va être une alternative et ça va être un outil supplémentaire dans la prise en charge des patients dans plusieurs indications, que ce soit la douleur, que ce soit dans la spasticité, que ce soit douloureuse, que ce soit dans l'épilepsie, et pas que dans l'endométriose, dans les inflammations pour l'immunité. On voit qu'on est à l'aube d'une ère. Alors, je vous dis, ce n'est pas un nouveau traitement, ce n'est pas un nouveau médicament qui va sortir, c'est clairement une nouvelle ère thérapeutique. Alors, ce qui est essentiel à comprendre, c'est comment finalement on traite par du cannabis thérapeutique les patients. Dans un premier temps, on va à la rencontre du système endocannabinoïde de la personne, en sachant qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous le même système endocannabinoïde. Donc, dans une première étape, on est obligé d'aller à la rencontre du système endocannabinoïde de la personne, propre à la personne. Donc, c'est une phase exploratoire, expérimentale. Donc, la seule méthode pour aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas, généralement, c'est de démarrer par des petites doses et d'augmenter les doses jusqu'à temps qu'il y ait un ressenti formulé par le patient. Donc, dans cette prise en charge, le patient aura un rôle très important puisque ça va être son ressenti qui va être notre guideline finalement en tant que soignant. C'est lui qui va nous dire, bah là ça va mieux, là ça va pas, vous voyez. Et surtout, il n'y a pas un cannabis pour la nausée, un cannabis pour la douleur. Il y a qu'un seul THC, mais en fonction du système endocannabinoïde de la personne, les ressentis vont être différents, non seulement en intensité, mais imaginez quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, on va lui donner progressivement, en augmentant les doses, le produit, jusqu'à temps qu'il y ait une amélioration dans son sommeil. Mais peut-être avant qu'il y ait une amélioration dans son sommeil, il aura une amélioration de son humeur. Alors que son voisin, lui, l'humeur sera impactée dans un deuxième temps. Donc, vous voyez, autant dans les ressentis physiologiques et dans l'intensité de l'effet, ça variera d'une personne à l'autre. Et c'est ce qui est très intéressant dans cette prise en charge, c'est parce que c'est une prise en charge individuelle et personnelle. On est très loin des prises en charge classiques avec des posologies communes. Là, il va falloir s'adapter à chaque patient. Et l'intérêt de cette prise en charge, c'est qu'on va aller à la découverte du système endocannabinoïde, mais après, on va le connaître et donc pouvoir, dans un deuxième temps, cibler juste le système endocannabinoïde personnel de cette personne-là qu'on aura exploré auparavant. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un sujet vaste. J'ai essayé de synthétiser, de vous donner des éléments concrets et d'expliquer comment ça marchait. Donc, l'idée, c'est que ça bloque la libération de neurotransmetteurs et alors qui sont responsables de la nociception, comme la douleur, comme d'autres fonctions. Donc, j'espère simplement vous avoir donné envie d'aller plus loin et de découvrir encore mieux
cette thématique. Voilà. Ben, écoutez, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Voilà, ben, oui, il y a des questions qui sont déjà arrivées dans le chat, donc merci pour cette présentation. Merci d'avoir rappelé finalement toute la mécanique, tout le background de la chimie finalement, parce que on voit bien que dans tous les traitements, quels qu'ils soient, sont sur une base du fonctionnement je veux dire, de la chimie du corps, etc., et des récepteurs. Et donc, c'était essentiel de rappeler ça. Il y a eu quelques questions. Alors, il y en a une, je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu, hein, puisqu'il y avait cette question sur la question de l'accoutumance, enfin la question de comment on dose finalement le traitement. Donc, ben, déjà, on sait que c'est individuel, chaque individu va devoir, enfin, va être plus ou moins sensible à l'effet du traitement. Et justement, donc voilà, une fois qu'on a trouvé le bon dosage, la bonne, le bon taux de THC, est-ce qu'il y a une accoutumance? Est-ce qu'il y a besoin d'augmenter légèrement ou plus le traitement? Et quelque part, est-ce qu'il y a, on a parlé versus les opioïdes, est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Est-ce qu'il y a un risque justement d'être détecté positif au THC voilà, en contrôle routier, etc. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première slave de questions qui a été posée dans le chat. Oui. Alors, je vais essayer de répondre parce qu'il y a plusieurs questions dans cette Oui. question. En réalité, quand on parle de dépendance, il y a ce phénomène de tolérance. C'est quoi la tolérance? Alors, cliniquement, c'est qu'on est obligé d'augmenter les doses pour ressentir le même effet. Et ça s'explique toujours, si on s'intéresse un peu à la biologie, ça s'explique par la multiplication des récepteurs. Si vous voulez, on a un patrimoine génétique, c'est un nombre de récepteurs en qualité et en quantité différentes. Vous voyez, chaque personne a un patrimoine génétique, né avec un certain nombre de récepteurs en qualité, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs récepteurs, et en quantité suffisante. Mais il y a ce phénomène de tolérance, ce qui fait que quand on commence à utiliser une substance, eh ben, le nombre de récepteurs va se multiplier, vous voyez, de par la consommation. Alors, c'est surtout l'usage du THC et d'autres substances psychoactives pour le tabac, vous voyez, ben, le THC peut provoquer ce phénomène de tolérance. D'ailleurs, pour étudier la posologie efficace pour un patient, il y a comment dire, il y a deux facteurs essentiels. Alors, vous comprenez que c'est des molécules lipidiques, les endocannabinoïdes et les phytocannabinoïdes. Donc, il y a un problème avec ces molécules, c'est qu'elles ont la fâcheuse tendance à se fixer sur les adipocytes. Vous voyez? Alors, vous comprenez bien que toute la part des phytocannabinoïdes qui va se fixer sur les adipocytes ne va pas rejoindre le système endocannabinoïde. Donc, il va falloir finalement augmenter les doses pour les personnes qui sont en surcharge graisseuse pour compenser la perte de ces produits qui va se fixer sur les adipocytes et en laisser assez pour qu'ils se fixent au niveau du système endocannabinoïde et jouer leur rôle au niveau du système endocannabinoïde. Donc, le premier facteur, c'est le poids. Et le deuxième, c'est effectivement la tolérance. On ne va pas traiter de la même façon, on ne va pas commencer aux mêmes doses avec une personne qui n'a jamais été en contact avec le cannabis et une personne qui a été en contact avec le cannabis sous une forme ou sous une autre. On va commencer forcément pour les personnes qui ne sont pas naïves au cannabis à des doses plus fortes parce que justement, il y a ce phénomène de tolérance. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et ensuite, vous avez parlé du test routier. Le test routier, effectivement, c'est pour ça qu'en début de formation, j'ai parlé des deux modes d'extraction. Il y a l'extraction où on a un isolat, donc on a isolé juste la molécule qui nous intéresse, voyez. Et dans le cas par exemple, du CBD, si c'est un isolat de CBD, il n'y aura pas de trace de THC, donc il peut pas y avoir de positivité au THC. Le test autoroutier, c'est le THC qui est responsable et qui détermine donc, alors que si c'est
si c'est un full spectrum, un broad spectrum, il y aura toujours des traces de THC. Et si on en prend en quantité suffisante, on pourrait positiver effectivement les tests autoroutiers. Voilà. Bien, merci. J'espère avoir répondu à toutes les Oui, questions. oui. Ouais. Alors, on a une question là, on a le docteur Michel Cadar là, qui est en ligne. René, si vous arrivez à enlever votre partage d'écran, vous verrez peut-être les personnes qui vous parlent, mais sinon, voilà, je laisse la parole à docteur Cadar. Oui, bonjour, Michel Cadar, je suis médecin généraliste et donc médecin coordinateur d'Arca Sud Vaucluse. J'ai Oui. été super intéressé par votre présentation et intéressé notamment par la fin qui racontait comment effectivement la dictologie, enfin la pensée addictologique diffusait un peu dans toute la médecine parce que cette histoire d'écouter ce que pensent les patients et ce que ressentent les patients, c'est ce qu'on a vécu au début des substitutions sauvages ou pas sauvages. Et finalement, on se rend compte, mais j'essaye de faire passer ça chez mes collègues médecins, généralistes notamment, que dans quasiment toutes les pathologies, on en est au même point. Et qu'on n'en est pas du tout à quelque chose d'extraordinaire, mais que quelqu'un qui est diabétique, on suit aussi effectivement comment est-ce qu'il ressent les choses, et que on s'aperçoit que en soignant une pathologie qui peut être du diabète, qui peut être de l'hypertension, les patients nous disent bien qu'il y a d'autres choses qui vont mieux à côté et que tout ça, c'est un phénomène général. Et bon, voilà, après, qu'on en soit encore là en France, c'est quand même dramatique. Je vous rejoins complètement. Je vous rejoins complètement. Alors, sachez que moi, je suis pharmacien et je suis essentiellement formateur en entretien motivationnel, vous voyez, depuis les années 97. Donc, c'est pas depuis hier. Et c'est l'entretien motivationnel, c'est mes formations d'entretien motivationnel qui m'ont permis d'avoir un poste d'addictologue dans différents hôpitaux. Vous voyez, et je vous rappelle que l'entretien motivationnel, c'est des techniques de communication qui sont centrées sur le patient. Vous voyez, donc effectivement, le problème, c'est qu'en Occident, on a trop la tendance à mettre les gens dans des cases, vous voyez, alors que c'est une erreur. Chaque individu est différent et il faut prendre en compte de façon globale la personne. Sinon, on passe à côté de la prise en charge. Et c'est pour ça que ce sujet du cannabis thérapeutique m'a autant intéressé, parce que non seulement vous avez fait le parallèle par rapport au MSO, ben vous avez raison. À l'initiation des MSO, les MSO, hein, Subutex, etc., méthadone, c'est le ressenti du patient qui va nous guider par rapport à la dose, parce qu'il y a ce problème de tolérance et ce problème de particularité du patient avec son système de récompense qui est propre à lui et individuel et personnel. Et toutes les addictions sont liées à ce système de récompense. Donc, on ne peut pas traiter deux personnes de la même façon parce qu'ils ont deux systèmes de récompense différents. Vous voyez, il faut s'adapter à chaque personne. D'autant que dans le cannabis thérapeutique, on a affaire à ce que je viens de vous expliquer, le système endocannabinoïde, qui est le système endogène le plus vaste et le plus complet. C'est lui qui chapeaute le système de la sérotonine, c'est lui qui chapeaute d'autres systèmes. Donc, il a un rôle primordial, et donc chaque personne a son système endocannabinoïde propre. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous venez de dire, docteur. Eh bien, voilà. Diffusons. Exactement. Et surtout, là, c'est un peu frustrant pour moi parce que vous vous rendez bien compte qu'en 45 minutes, je n'ai plus que survolé, mais à vitesse supersonique, le sujet. J'ai essayé de vous donner les éléments les plus intéressants, les plus attractifs. Mais c'est des formations. Moi, je fais des formations en 8 heures, voire même en 2 fois 8 heures. On parle des interactions médicales, on parle des interactions médicamenteuses, on parle de toutes les études en cours. Intéressez-vous à ce domaine, parce que c'est un domaine très intéressant qui vous ouvrira beaucoup de champs thérapeutiques, et certainement c'est un domaine qui va exploser
si la politique ne bloque pas son développement. Bien sûr. Alors, concernant un petit peu toutes ces études, là, il y a une question qui a été posée dans le chat, savoir si on a une vision un petit peu des autres pays qui ont légalisé. Voilà, il y a des. Alors, on note des indications thérapeutiques. Alors, Shunk, Kush, Az. Enfin, voilà, il y a. Est-ce que vous avez est-ce que dans le cadre de l'expérimentation, il y a justement ces partages avec d'autres pays, vous avez des visions un petit peu de ce travail? Oui. Alors, je vais répondre à cette question, mais il y a quelque chose de primordial que j'ai pas eu l'occasion de dire, c'est que on a comparé, on a parlé des opioïdes tout à l'heure, vous voyez. La grande différence entre les opioïdes et le cannabis, c'est qu'on peut mourir d'une overdose d'opioïdes, vous voyez, par dépression respiratoire. Sachez que un excès, un abus de cannabis, en aucun cas peut être létal. En aucun cas provoque une dépression respiratoire ou, par exemple, par rapport à la cocaïne, ne peut provoquer d'arrêt cardiaque ou d'AVC. L'excès de cannabis ne tue pas. Et au niveau de la prise en charge, c'est quand même vachement rassurant d'avoir un médicament qui, si jamais on en prend de façon abusive, ne tue pas. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important que beaucoup ne connaissent. Enfin, cette information, beaucoup ne la connaissent pas et c'est important de préciser. Pour la question dont vous m'avez parlé, effectivement, il y a de nombreux pays. Il faut rappeler qu'il y a 22 pays européens qui se sont lancés dans le cannabis thérapeutique. Alors, quand je parle du cannabis thérapeutique, et que évidemment, moi, je suis favorable, ce n'est pas la légalisation du cannabis, c'est deux choses différentes. Vous voyez, il y a la légalisation du cannabis et il y a le cannabis thérapeutique. C'est comme si vous me comparez l'héroïne et le Skenan. Vous voyez, le Skenan, c'est un médicament, vous voyez, qui peut être malgré tout mésusé, mais c'est un médicament. Et l'héroïne, qui peut être vendue en trafic, c'est le produit licite. Et ben, comment dire, pour le cannabis, le problème, c'est qu'on assimile les produits, les médicaments, les futurs médicaments à visée thérapeutique à la drogue. Pourquoi on le fait pour le cannabis et pourquoi on ne le fait pas pour les opioïdes alors que le risque est beaucoup plus grand, voyez. Donc, effectivement, il y a de nombreuses études. Pour revenir à votre question, il y a de nombreuses études, notamment dans des indications autres que les 5 indications qui ont été relevées dans l'expérimentation cannabis thérapeutique. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont en cours. Alors, c'est vrai qu'en France, on est en retard, mais généralement, quand on fait les choses, on les fait bien. Vous voyez, pour l'exemple des MSO, pour la buprenorphine, quand elle est sortie en 96, c'est le Subutex, hein, on a été très en retard par rapport aux autres pays, mais on l'a fait, on l'a bien fait, ce qui fait que le problème de santé publique, qui était la contamination par le VIH des injecteurs d'héroïne, s'est réglé grâce à cette politique de santé publique. Dans les autres pays, on a légalisé, enfin on n'a pas légalisé, on a mis la possibilité d'utiliser du cannabis thérapeutique, mais on n'a pas formé les soignants, ce qui fait qu'il y a très peu finalement de prescriptions de cannabis thérapeutique dans les autres pays. En Angleterre, par exemple, c'est très rare, les médecins ne prescrivent pas parce qu'ils ne sont pas formés. En France, on discute beaucoup avant, mais une fois qu'on se lance, généralement, on se donne les moyens en formant tout le monde et si vous voulez, ça roule. Les pays où c'est le plus développé, c'est quand même au Canada, en Israël, dans certains États des États-Unis, où réellement certains médecins, se sont investis. Mais dans beaucoup d'autres pays, notamment en Europe, bien que il y ait une possibilité légale de prescrire du cannabis thérapeutique, eh ben, il y a très peu de prescriptions parce que les soignants ne sont pas formés. Voilà. J'espère avoir répondu. Oui, ben voilà, en tout cas, ça permet d'ouvrir un peu le débat. Quelqu'un nous demande comment on peut suivre votre formation 2 fois 8 heures, où est-ce qu'on s'inscrit? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de former. Vous voyez, donc je travaille pour plusieurs organismes de formation. Je crois que Farej à Nice
veut monter une formation, bah, sinon, on met ça, vous pouvez donner mes coordonnées et comme ça, je peux indiquer plusieurs organismes de formation en fonction des organismes. Il y a du présentiel, il y a il y a en visio, il y a des formes mixtes. Donc, je travaille pour plusieurs organismes de formation parce que justement, il y a plusieurs outils différents et qui peuvent s'adapter à chaque personne. Et comme ça, chacun peut trouver. À la limite, vous pouvez donner mes coordonnées et comme ça, moi, j'orienterai vers tel ou tel organisme en fonction des possibilités des personnes. Voilà. Pour le CBD, alors sachez que le CBD donc aujourd'hui est disponible hein, en tant que médecin, en tant que soignant, vous pouvez conseiller des produits à base de CBD. Ce qui est important de bien comprendre, c'est les isolats, la particularité des isolats et la particularité des broad spectrum. Alors, c'est quoi un broad spectrum? C'est un totem, c'est le totem de la plante qui a été où le THC a été prélevé. Vous voyez? Donc, on obtient le totem de la plante et après, on essaie d'enlever le THC parce que c'est pour pouvoir être en règle avec la législation. Vous voyez? Pourquoi je vous parlais de l'effet d'entourage tout à l'heure? Parce que moi, au départ, je me suis intéressé surtout au cannabis par rapport aux patients que j'avais qui étaient dépendants du THC. Eh bien, un des effets du CBD, vous voyez, un des effets de CBD, c'est qu'il contrarie la fixation du THC sur les récepteurs CB1. Donc, finalement, qui limite l'effet psychotrope du THC. Et donc, ça peut être, le CBD peut être considéré comme un produit d'aide à la réduction de la consommation du THC, de par son effet d'entourage, vous voyez. Donc, j'ai parlé surtout du THC par rapport au récepteur CB1 tout à l'heure, mais le CBD, donc je n'ai pas trop développé, le CBD est très intéressant parce qu'il n'agit pas finalement comme les autres phytocannabinoïdes ou endocannabinoïdes, il va plutôt agir comme un chef d'orchestre. Ça veut dire quoi? Que tout seul, il ne va pas faire la musique, il ne va pas forcément se fixer sur les récepteurs, mais il va réguler l'attractivité des récepteurs pour tel ou tel endocannabinoïde par le système enzymatique. Donc, par le système enzymatique, il va limiter la fixation ou favoriser la fixation. Par exemple, le CBD empêche la fixation du THC sur les récepteurs CB1, mais il favorise la fixation de l'anandamide, qui, je vous le rappelle, est l'endocannabinoïde sosie du THC. Il va favoriser la fixation de l'anandamide sur les récepteurs CB1. Donc, vous voyez, le CBD a un rôle particulier et particulièrement intéressant qui mérite d'être développé. Voilà. Très bien. Peut-être en 2 minutes, il y avait une dernière petite question sur les interactions médicamenteuses avec d'autres traitements. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont évoqués par rapport à ça? Alors, effectivement, il y a des interactions médicamenteuses parce que, si vous voulez, c'est les mêmes voies d'élimination que les autres produits. Donc, effectivement, ça peut potentialiser ou réduire l'élimination de médicaments qu'on prend parallèlement. Donc, ça peut potentiellement, il faut être attentif à ces interactions, il faut un arbitrage. Et c'est pour ça que le CBD, malgré tout, pour des patients qui en ont besoin, c'est-à-dire qui prennent des médicaments, il faut qu'ils soient pris en charge en pharmacie de façon préférentielle. Pour des personnes qui ne cherchent pas, qui cherchent juste un agrément de vie et sans qu'ils aient de traitement, ils ont toute leur place dans les boutiques. Mais par contre, pour les patients qui prennent des médicaments, il faut qu'ils soient suivis en pharmacie parce que les pharmaciens délivrent en même temps leurs médicaments. Alors, il faut quand même relativiser aux doses prescrites et délivrées. Il y a des interactions, mais elles sont relativement faibles. Les seuls médicaments qu'il faut absolument
dont il faut tenir compte, c'est les médicaments à marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire c'est un médicament où le dosage est très finement calculé et si on dépasse ou si on diminue le dosage, les effets sur la prise en charge, pour la thyroïde par exemple, vous voyez, pour certains cas de diabète, et ben là, c'est des patients qui sont contre-indiqués pour des traitements à base de CBD ou de cannabis, ou alors il faut en tenir compte et il faut un arbitrage médical dans des cas d'association. Mais globalement, bien qu'il existe des interactions, elles sont relativement limitées vu les faibles doses de ces produits. Très bien, mais écoutez, 9h01, on va conclure cette intervention. Merci René, merci Avec René Marek plaisir. de cette intervention, voilà, aussi des questions qui ont été posées qui ont permis d'aller un petit peu plus loin. Je rappelle, donc une bibliographie a été préparée, vous sera envoyée donc à l'issue de cette présentation pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin. Et puis pour ceux qui sont intéressés, ben, on laissera le contact mail peut-être de René Marek si vous voulez avoir des informations sur d'éventuels formation à suivre sur cette thématique. Voilà, merci encore à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et ne manquez pas notre prochain rendez-vous autour de la place du patient dans la coordination des parcours de santé en addictologie. Voilà, donc abonnez-vous à notre newsletter, vous aurez toutes les informations sur nos différents événements. Et je vous remercie encore pour avoir été assez nombreux quand même présents ce matin en direct. Voilà, très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.